En direct du salon Rent Real Estate and New Tech. Adaptimo.com, la solution complète pour faciliter la vie des agents immobiliers, présente La grande nuit de l'innovation en immobilier, Cécile de Ménibus, Sylvain Lévy-Valency. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir, merci d'être avec nous. On est en direct du salon du Rent à Paris-Versailles, événement incontournable pour les acteurs de l'immobilier. 2 jours exceptionnels pour découvrir les innovations. 2 heures ensemble avec mon comparse Sylvain Lévy-Valency qui est avec nous. Bonsoir Cécile et bonsoir à tous. Sylvain, on vous retrouve d'ailleurs tous les samedis matins à 9h30. Absolument, tous les samedis matins pour Parlons Immo avec l'excellent Jean-Marie Bordry qui d'ailleurs qui est dans le coin et qu'on voit. En tout cas, le sommaire de cette émission, ces 3 dernières années n'ont pas été favorables au marché de l'immobilier. Entre hausse et taux d'intérêt, inflation, crise du secteur de la construction, l'immobilier a connu une crise sans précédent, mais les indicateurs, mon cher Sylvain, sont plutôt prometteurs. 4 grands sujets ce soir. Absolument, on va justement aborder avec notre ami Stéphane Carella qui est sur le plateau, le patron du Rent. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Sylvain, bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Voilà, merci d'être avec nous. Et notre super producteur, journaliste Grégoire Darico. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Sylvain, bonsoir Cécile. Dans un instant, le journal de l'IMO 2024 avec vous. On parle de quoi? On va parler de l'année 2024, Cécile, qui a été placée sous le signe d'une timide reprise, marquée aussi par une longue période d'incertitude entre la dissolution de l'Assemblée nationale, les Jeux Olympiques, mais une fin d'année qui voit le retour progressif des acquéreurs sur le marché de l'immobilier. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bienvenue dans les vraies voix responsables en direct du Rent. La grande nuit de l'innovation en immobilier, Cécile de Ménibus, Sylvain Lévy-Valency. Et nous sommes avec Stéphane Scarella qui est avec nous, directeur du salon du Rent. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Alors justement, merci à vous d'être là. J'entendais pas le retour, mais là, ça va. Ça y est, le retour est arrivé. Alors là, nous sommes, c'est la 11e édition, Stéphane. Ouais. On est très contents. On a fêté la 10e l'année dernière en grande pompe. Oui, on était Cette ensemble année, déjà. un sujet très important aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Oui, absolument. C'est la baseline de cette année. L'IA dans tous ses états. Et depuis ce matin, on a déjà déroulé un certain nombre de conférences et d'ateliers autour de cette thématique. Alors pourquoi cette thématique de l'IA? Juste parce que finalement, on s'aperçoit qu'elle rentre dans toutes les strates de la chaîne de valeur de l'immobilier, avec des applicatifs très forts et des choses très concrètes au quotidien pour aider les gens dans, je dirais, leur cycle d'achat ou de vente d'appartements ou de maisons. On l'a vu d'ailleurs, puisque c'était l'occasion aussi pour l'écosystème de présenter toutes leurs innovations. Absolument. C'est un moment de rencontre essentiel. Alors justement, on va passer, si vous voulez bien, aux informations, Cécile, que nous a préparé Grégoire. On a encore un petit peu le temps parce que j'avais 2-3 questions à vous poser. Aujourd'hui, c'est plus de 400 exposants. Ouais. Finalement, une vraie fréquentation, et on le voit, une fréquentation en hausse. Il y avait un monde fou. Depuis ce matin, ça n'a pas arrêté. Il y avait bien sûr beaucoup de monde dans les allées, c'était plein. Et c'est super pour les 400 exposants. Et j'ai surtout trouvé qu'il y avait une énergie nouvelle. Il y a une énergie différente des autres années. Alors est-ce que c'est parce que on a vécu, vous l'avez dit en introduction, des mois compliqués sur le marché de l'immobilier? Je crois qu'ils sont là avec une vraie envie de trouver des solutions pour le rebond qui est en train de se dessiner quand même. Alors, on parle beaucoup technologie. On sait que la technologie va révolutionner d'une manière ou d'une autre l'immobilier aujourd'hui, dans des tâches peut-être rébarbatives qui permettent peut-être de laisser l'IA travailler et de recréer peut-être l'humain avec au sein des agences et du secteur d'immobilier. De toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il faut démystifier complètement l'idée qu'un jour, une IA fasse une vente de maison à la place d'un agent. Non, le sujet, c'est l'équilibre entre l'innovation et l'humanisation. Donc, c'est une question de confiance entre j'ai une grosse technologie, une grosse intelligence artificielle qui peut m'aider à être meilleur dans mon quotidien, être meilleur professionnel, ou à m'aider à acheter, ou à m'aider à benchmarker, que sais-je. Équilibre entre intelligence artificielle, innovation et humanisation, parce que c'est une question de confiance. Et toute cette technologie, toute cette innovation, elle est là pour renforcer le rôle de l'agent immobilier dans ce tiers de confiance qu'il est, pour vous, pour moi, quand je fais une acquisition ou un investissement immobilier. C'est ça l'enjeu. Et en aucun cas, on verra un ectoplasme immobilier remplacer l'agent immobilier. Non. Augmenter, non, parce qu'à l'heure de l'homme augmenté, on fantasme
énormément sur le monde de l'IA. D'ailleurs, on peut se poser la question, il y a ou il n'y a pas, mais à un moment donné, il faut vraiment... Pas mal, bien. Elle est bien, celle-là. On va la garder. On va la garder, oui. Il y a ou là pas. Oui, non, mais ce qui est bien, Stéphane, c'est que justement, vous nous aidez à démystifier un peu justement le fantasme qui se soulève souvent autour de l'intelligence artificielle, dont on suppose qu'elle va subroger, se suppléer à l'âme humaine. Pas du tout. Alors, est-ce qu'il va falloir encadrer quand même forcément, il y a des données, tout un tas de choses. Là, on est dans les balbutiements. Bien sûr. Il y a un encadrement à mettre en place. Oui, c'est pour ça que je parlais de confiance. Oui. C'est central. Alors, on commence à poindre des réglementations européennes, etc. Mais là, on est vraiment dans une révolution. C'est Google qui disait que l'IA aujourd'hui crée chez Google la 3e révolution de Google. C'est pas un hasard. Donc, il faut vivre une partie de cette révolution pour pouvoir légiférer, encadrer, faire attention. Ça, c'est une évidence. Mais bien sûr que les garde-fous vont arriver et ils sont nécessaires. Merci beaucoup Stéphane Scarella d'avoir été avec nous, le président de ce salon du Rent et tout de suite le journal de l'IMO 2024. Et c'est Grégoire Darico qui est avec nous. La grande nuit de l'innovation en immobilier. Alors justement, on va faire le point, Grégoire, si vous voulez bien. Comment on pourrait, si on devait, alors l'année un peu particulière en demi-teinte, résumer cette année de l'immobilier avec l'atterrissage dont on prévoit à peu près le chiffre à fin 2024, et puis qu'on a vécu depuis cette émission, justement depuis qu'on a lancé il y a un an, jour pour jour, nous étions ici au Rent avec Cécile. Cette année, on l'a vécu de quelle façon? On vous écoute. Eh bien, écoutez, Sylvain, Cécile, incontestablement, c'était une année un peu compliquée en termes d'immobilier. Alors, la situation, elle s'était déjà fortement dégradée en 2023. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, déjà, c'était toute une industrie qui était aux abois. En cause, tout d'abord, la brusque montée des taux d'intérêt. Allez, je vous emmène 3 ans en arrière. Là, on est en novembre 2021 au Salon Rent. Les taux, ils sont alors quasiment à 1%. Imaginez un peu. Et 2 années plus tard, donc l'année dernière au Rent 2023, ils étaient à plus de 4%. Entre juillet 2022 et octobre 2023, la Banque Centrale Européenne, elle a réalisé 10 hausses successives de ces taux d'intérêt. C'est énorme. À cela, vous rajoutez des prix qui sont au plus haut jusqu'en juillet 2023 et une inflation qui, elle aussi, est galopante. L'inflation, elle était de 5,2% en 2022, 4,9% en 2023. Là, elle s'est un peu ralentie, elle sera à 2,2% cette année. Mais bon, tout ça, ça crée des conditions d'achat qui sont très compliquées pour les Français. Les Français, ils n'ont plus les moyens d'acheter. Les Français, ils ne peuvent plus emprunter. Et les conditions se durcissent. Le marché, il se paralyse. Alors, je vous avais dit que la situation en 2024, elle s'était un peu améliorée. Oui. Effectivement, à partir de 2024, les prix ils ont commencé à baisser. C'est une bonne nouvelle. Cette baisse, elle est d'environ 12% sur toute l'année écoulée, sur les 12 derniers mois. Les taux aussi, après les 10 hausses successives dont je vous ai parlé, ils ont commencé à baisser. Aujourd'hui, si vous avez un bon dossier, vous pouvez emprunter autour des 3% à peu près. Sur quelle durée? Sur 20 ans? Sur 20, 25 ans. On est plutôt sur 25 ans. Plutôt sur 25 ans. Enfin, entre 3 et 3,2%. Oui, à peu près. Et on vous demande 20% d'apport. Voilà, à peu près. De nouveau, les banques, en fait, c'est là où c'est une bonne nouvelle, elles ouvrent les vannes du crédit et elles draguent même ceux que l'on appelle les primo-accédants. Ça veut dire ceux qui achètent la première fois. Elles peuvent prêter une partie à taux zéro. Elles peuvent offrir les frais de notaire. Oui, il y a plusieurs dispositifs qui existent. Il y a plein de dispositifs, exactement. Et en fait, elles déroulent le tapis rouge de nouveau aux emprunteurs. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, l'intention d'acheter aussi, elle est toujours bel et bien présente chez les Français. On le verra tout à l'heure avec nos amis de Bien Ici. On l'a entendu toute la matinée de la part des professionnels qu'on a eu sur le salon, Sylvain. L'immobilier, ça reste un projet de vie. Et un projet de vie, ça répond à un besoin réel. Un mariage, un enfant, un divorce, un décès, etc. etc. C'est un projet de vie qu'on ne peut pas toujours annuler. On peut le reporter, le projet de vie, mais on ne peut pas l'annuler. Donc l'immobilier, il reste toujours important. La reprise, elle est là, les conditions d'achat sont de nouveau réunies et la stabilité politique, elle a été retrouvée. Ça nous permet d'espérer une belle année 2025 et c'est ce qu'on va voir avec nos invités. Dans un instant. Avec beaucoup d'espoir. Absolument. Merci. En tout cas, on va revenir sur en 2024 une crise interminable avec un point d'interrogation. On verra si les perspectives en 2025 seront mieux. Avec nos invités, dans un instant, on fait une petite pause. On est en direct du salon du Rent et on est ravis d'être là, comme chaque année, en partenariat avec Sud Radio. On rencontre les acteurs de demain, d'aujourd'hui, en tout cas du secteur de l'immobilier. On fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. En direct du salon Rent Real Estate and New Tech,
Adaptimo.com, la solution complète pour faciliter la vie des agents immobiliers présente. La grande nuit de l'innovation en immobilier, Cécile de Ménibus, Sylvain Lévy-Valency. Et on est bien là, effectivement, avec Sylvain Lévy-Valency. Merci en tout cas de m'accompagner. Cécile. On est en direct du Salon du Rennes. On est très très bien accueillis aujourd'hui, en direct aussi sur Sud Radio, mais aussi sur Radio Imo. Et un grand sujet sur cette crise incontournable. On va en parler avec nos invités directement. Loïc Quentin, qui est président de la FNAIM. Et moi, je dis FNAIM. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe de Ligneville, directeur général adjoint en charge du marketing et de la communication et des data de Bien ici. Bonsoir, merci. Bonsoir. Et puis Anthony Arnold qui est avec nous, directeur du développement de Basile France. On va faire un petit état des lieux de l'immobilier. Grégoire en a parlé il y a quelques instants, juste avant la pub. Un immobilier crise absolue, on en parle beaucoup depuis 2023. 2024 un peu stabilisé. Est-ce qu'on peut imaginer, Loïc Quentin, un 2025 un peu plus prometteur? Oui. C'est bon, on arrête tout, on a ce qu'il faut. Il faut voir l'avenir avec optimisme. On ne va pas rester non plus dans un cycle qui a été destructeur, même si ce cycle se poursuit et se prolonge avec une baisse des volumes. On a assisté à 793 000 transactions en volume à fin juin, 783 000 à fin juillet, 780 000 à fin août, et on continue à décélérer en volume. L'atterrissage prévu à peu près. On va arriver entre 760 et 780 000 à la fin de l'année. Et je pense que nous allons atteindre la fin d'un cycle, un palier qui va régénérer une dynamique du marché, et c'est un préalable à un redémarrage. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les facteurs économiques permettent d'accompagner cette reprise. L'inflation est passée de 6 à 1,2%, elle est totalement maîtrisée. Les taux d'intérêt, vous l'avez rappelé, qui étaient à 4,20, aujourd'hui sont en moyenne à 3,37%. On va atteindre 3,1, 3,2, on n'ira pas en dessous, mais à cette stabilisation, on peut prétendre à un redémarrage progressif, régulier, mais prudent du marché. Et ça dépendra aussi de notre environnement économique et politique. Alors, les chiffres sont têtus, voilà, on peut le dire, ils sont très têtus. On a eu 3 baisses de taux de 0,25 points, ce qui fait à peu près, si on prend le langage bancaire, 100 points de base de baisse, ce qui resolvabilise les ménages. Cependant, on observe quand même que les primo-accédants peinent à retrouver des couleurs. La question est simple. Vous qui êtes aux affaires, qui rencontrez tous les grands patrons de banques, clairement, est-ce que les banques, réellement, se sont remises à prêter? Puisque quand on a vu, quand elles ont fermé les robinets du crédit, ça a non seulement désolvabilisé ceux qui étaient sur le parcours résidentiel, qui avaient des projets, mais ça a asséché complètement la demande de logement. Mais la banque est un capital risqueur et ne prête pas effectivement si elle prend un risque. Aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas de sérénité sur l'avenir du marché, on ne pourra pas retrouver, je dirais, une massification du volume de crédit. La seule chose pour sortir de là, et on peut espérer notamment que les avancées du PLF 2025 permettent d'accompagner les ménages français, notamment au travers du prêt à taux zéro, sur l'ancien, moyennant travaux, quel que soit le zonage et quel que soit le territoire, et aussi bien en maison individuelle qu'en appartement, c'est un beau signal envoyé de soutien aux primo-accédants, rappelant que le prêt à taux zéro sert d'apport personnel. Et je crois que ça permet aussi finalement de conquérir aussi une stratégie de rénovation énergétique, puisque le pourcentage de travaux adossés à l'éligibilité du prêt à taux zéro est de 25%. Donc c'est un beau signal. Mais de toute façon, on n'a pas d'argent. Nous n'avons pas de moyens pour redynamiser le marché de l'immobilier. Ça, c'est déjà une grosse avancée. C'est la seule chose que nous aurons. Autrement, le marché prendra ses aides. La lecture du PLF, du plan, du projet de loi de finances, il n'y a rien pour le logement, il n'y a pas de doute. Moi, j'ai envie d'aller sur le terrain avec vous, Philippe de Ligneville. Vous êtes directeur général adjoint en charge du marketing, de la communication et de la data de Bien ici. Les territoires, forcément, est-ce qu'il y a une redynamique, il y a une dynamique qui revient dans les territoires? Oui, alors je veux revenir sur ce que disait Loïc Quentin sur la reprise du marché. Parce que nous, chez Bien ici, donc portail immobilier avec des annonces de transactions, on est les premiers en fait à voir les signaux de marché parce que les gens commencent leur recherche chez nous en fait. C'est en se branchant sur un portail qu'on voit les annonces, qu'on programme des visites et on est en début de chaîne. Et donc quand ça commence à bouger chez nous, ça va ensuite faire de la visite, faire des compromis et augmenter in fine le volume de vente. Quel type de clients aujourd'hui, si on devait faire la typologie, est-ce que ce sont, ce qu'on disait tout à l'heure, les primo-accédants? Est-ce que c'est des générations un peu plus âgées? Qu'est-ce qui revient? Alors déjà, le bon signe, c'est que ça revient. C'est-à-dire qu'on a été sur un plateau en termes de trafic, de fréquentation du site pendant 6 mois. Et aujourd'hui,
On a gagné 2 millions de visites, par exemple, sur le mois de septembre. Même chose sur le mois d'octobre. Sur un total de 15 millions, c'est quand même pas anodin. Donc les gens reviennent, se rebranchent sur les portails, relancent leurs projets. Et c'est un deuxième chiffre que j'aimerais vous donner, c'est qu'on consulte les Français tous les mois, pour savoir est-ce qu'ils ont un projet immobilier dans les 12 prochains mois. Est-ce que vous avez projeté de vendre, d'acheter? Et là, on a plus de 34% de projets cette année par rapport au mois de septembre et au mois d'octobre de l'année dernière. Donc les gens reviennent, l'envie est là, et je pense que vous avez raison, M. Quentin. Pourquoi ils reviennent? Parce qu'il y a une certaine stabilité qui s'est trouvée, une inflation qui se tasse, des taux qui sont en légère baisse, et donc un climat plus propice à construire un projet. Alors, je vais revenir en 2023. Basile France naît en France avec vous, Anthony Arnold, directeur du développement. Alors, là où on se rend compte finalement que ça revient, c'est que le nombre de téléchargements, ça a explosé finalement chez vous sur cette application. C'est ça. Mais ce qui explique cela, certainement, c'est qu'à un moment donné, dans un contexte qui a été compliqué, aussi bien les professionnels que les personnes avec des projets immobiliers, à un moment donné, ils sont en recherche de nouvelles solutions. Donc, effectivement, pour nous, ça a été porteur. Et donc, comme le disait mon voisin, on a vu aussi sur cette reprise, donc août-septembre, un développement de plus 40% du nombre de téléchargements de l'application. C'est énorme. Donc, c'est vrai que depuis janvier 2024 à aujourd'hui, à septembre 2024, on a quand même plus de 70 000 téléchargements de l'application. Et on a vu cette explosion et ce retour des utilisateurs qui la baisse des taux l'explique, fait qu'en fait remettent à jour leurs projets, leurs recherches. Alors c'est frémissant sur la concrétisation, mais en tout cas on voit que c'est un bon début, c'est ça? Voilà, qu'il y a un bon début, tout à fait. Il y a une vraie corrélation effectivement avec les vannes réouvertes des banques à prêter, bien évidemment, puisque je voudrais juste reparler du fait qu'actuellement, on a quand même 2 700 000 Français qui sont en manque de précarité de logement, 4 millions de personnes qui sont mal logées dans ce pays. Il y a un vrai sujet, et ça a bloqué le marché locatif, notamment. Ah bien sûr. Alors, vous faites la relation entre, finalement, la réactivation du marché qui se dégrippe, en quelque sorte, et le fait de retrouver un marché locatif fluide, parce que c'est désespérant. Je vous donne 2 chiffres. 17% des étudiants en septembre 2024 ont renoncé à leurs études, faute de logement. Mais je vais même aller plus loin. On a 14% des contrats à durée indéterminée, des jeunes actifs, qui devaient arriver en métropole, qui n'ont pas pu accepter l'offre d'emploi, faute de logement. Justement, ces 2 facteurs corrélés, est-ce que ça va redonner un peu de flux, notamment sur le marché locatif privé? De toute façon, le simple fait d'avoir moins de transactions amène des Français à rester propriétaires, ne pas libérer leur logement. Et notamment, quand on est locataire, qu'on ne peut pas accéder à la propriété, on conserve ce logement. Donc on n'assure pas la rotation du parc locatif. Donc le marché, il est grippé. Donc il faut arriver à lui donner une dynamique, et notamment de la longueur et de la profondeur, pour retrouver cette dynamique nécessaire. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater, c'est que à la fois le mouvement conjugué de la baisse des prix et de la baisse des taux d'intérêt, la fin de l'inflation, a permis de reconstituer un pouvoir d'achat qui n'existait plus chez les Français depuis plus de 2 ans. Ce pouvoir d'achat, il est néanmoins conditionné à une évolution politique, une stabilisation, parce que pour acheter dans la pierre, il faut de la confiance dans l'avenir. Cette confiance, elle est encore aujourd'hui en réserve. Et d'autre part, il faut aussi qu'il y ait une stabilité monétaire pour s'assurer d'avoir un volume de crédit à des conditions préférentielles. Je rebondis sur ce que vous dites avec Philippe de Ligneville, de bien ici. Est-ce qu'il faut qu'on apprenne finalement des crises? Cette crise, elle nous apprend quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on repense l'immobilier dans son entièreté, peut-être? C'est peut-être un peu beaucoup, mais... En tout cas, il faut retrouver une fluidité du marché, retrouver un parcours immobilier d'abord locataire, ensuite Philippe, ce que vous appelez fluidité, c'est quoi? C'est un équilibre finalement des chiffres. Fluidité, c'est un nombre suffisant sur le marché locatif. La fluidité, c'est faciliter l'entrée et les sorties d'un bien, c'est faciliter l'achat. C'est rotation du marché locatif pour que des personnes aillent à l'accession à la propriété, qu'il y ait plus de primo-accédants, ce qui est tout à fait logique, bien évidemment, et qu'on ait à la fois, alors donc du coup, critères fiscaux, critères financiers qui entrent en ligne de compte. Voilà, tout à fait, et que le logement reste quand même une part limitée, ou en tout cas contrôlée dans le budget des ménages, et qui, ces dernières années, avait eu tendance quand même à exploser. Là, la baisse des taux actuels,
c'est quand même 25 000 euros sur un achat à 300 000 euros, 25 000 euros de plus pour acheter un logement, pour payer le logement. Ça par rapport à... responsabilise automatiquement. Mais je rebondis, ça c'est ce qu'on vous impose en fait finalement, les taux, ce sont des choses qui vous sont imposées. Mais vous, en tant qu'acteur de l'immobilier, est-ce qu'il y a des choses à changer dans vos méthodes peut-être? Est-ce que gagner de la fluidité, est-ce que il y a des choses auxquelles il faut penser en se disant, bah voilà, on n'a pas peut-être pas anticipé, et puis que changement peut-être de comportement du patron de l'immobilier, ou en tout cas du secteur de l'immobilier. Qu'est-ce que vous, en tant qu'agence ou en tant que syndicat, vous pouvez remettre en question en disant peut-être qu'on n'a pas anticipé tout ça? Ça peut être les outils d'ailleurs, les outils. Oui. tech. Ouais. Comment? Ça peut être les outils. Oui, ça peut être des outils. Je crois que cette crise, il fallait, je dirais, être dans l'illusion de ne pas l'anticiper. On ne pouvait pas avoir depuis 2009 une baisse régulière des taux d'intérêt progressifs qui sont partis de 5,10% après la crise des subprimes et atterrir à 0,78% pour les prêts les moins chers. Pendant toute cette période, on a vécu sous perfusion d'un marché qui a été alimenté par un pouvoir d'achat dopé par des taux d'intérêt faibles. On aurait pu avoir l'intelligence à cette époque-là de caper les taux d'intérêt pour éviter que la baisse de ceux-ci se répercute sur l'augmentation des prix. Aujourd'hui, la FNE m'a apporté une proposition intéressante, c'est la portabilité et la transférabilité des prêts. Nous sommes la seule organisation à en parler, permettre à un Français qui a emprunté à 1% de conserver son crédit et éviter de rembourser celui-ci et d'emprunter à 4% ou 3,5% aujourd'hui, surtout lorsqu'il est muté. C'est quelque chose de contraire à la mobilité résidentielle. Les banques ont accepté la renégociation des crédits, elles doivent accepter la portabilité et la transférabilité des prêts, qui est un préalable indispensable à une mobilité résidentielle des Français sur l'ensemble du territoire et accompagnement de l'emploi. C'est une revendication, nous ne lâcherons jamais sur ce dispositif et nous y arriverons. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci Loïc Quentin, président de la FNAIM. Merci beaucoup Philippe de Lignéville, directeur général adjoint en charge de la marketing, communication et data de Bien Ici. Merci beaucoup Anthony Arnold, directeur du développement de Basile France. Merci. On fait une petite pause, on revient dans un instant sur comment relancer le pouvoir d'achat immobilier des Français. Sujet essentiel. Oui, peut-être qu'on a des solutions pour vous, et j'en suis sûr. Allez, bienvenue en tout cas sur Sud Radio et en direct de Radio Imo. À tout de suite. En direct du salon Rennes Real Estate and New Tech. Adaptimo.com, la solution complète pour faciliter la vie des agents immobiliers, présente La grande nuit de l'innovation en immobilier, Cécile de Ménibus, Sylvain Lévy-Valency. Et on est ravis d'être au salon du Rent en direct avec Sylvain Lévy-Valency et bien entendu Sud Radio et en direct sur Radio Imo. Radio Imo. Bah oui, c'est important de le dire. On va revenir sur le pouvoir d'achat des Français. Après 4 années de déclin, le pouvoir d'achat immobilier des Français montre enfin des signes d'amélioration. On va en parler avec nos invités. Absolument. Le pouvoir d'achat, c'est la raison clé finalement du parcours résidentiel, accession à la propriété, mais aussi accession au marché locatif. On a réuni Cécile, des professionnels qui s'occupent et qui se préoccupent de ce sujet. Bonsoir Michael Lenezet. Bonsoir. Vous êtes le président du directoire de la Sofiap. Tout à fait. C'est une banque filiale de la Banque Postale et de la SNCF. Et vous êtes spécialisé dans le crédit subventionné. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Voilà, un grand monsieur de l'immobilier est également avec nous. C'est David Chouraki. Bonsoir David Chouraki. Bonsoir. Voilà, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Crédit Agricole Immobilier. Merci d'être présent sur ce plateau. Également, le directeur marketing et communication d'un des plus grands réseaux de mandataires en France, c'est le groupe IAD. Il est avec nous, c'est Laurent Molin. Bonjour Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Olivier Ramé, qui est directeur général de la société Néo-Proprio. Merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Alors, on l'a dit tout à l'heure, l'immobilier, c'est devenu le premier poste de dépense des Français. Je vais vous donner un chiffre. En 2022, nous avions une dépense contrainte, selon les indices de l'INSEE, sur le logement de 18,1% environ. En 2024, ce chiffre est passé à 26,1%. C'est fait, c'est devenu la dépense contrainte des Français devant même l'alimentaire. Donc on voit bien qu'il y a deux phénomènes qui sont entrés en ligne de compte dans la perte et la dégradation assez inquiétante du pouvoir d'achat, qui est celle effectivement de cette hausse très brutale, très violente des taux d'intérêt, qui a désolvabilisé et stoppé net les parcours résidentiels. La question que je vous pose, messieurs, en quoi finalement on peut espérer regagner du pouvoir d'achat et en quoi les solutions innovantes, dont vous êtes tous l'un des représentants, peut favoriser finalement cette émergence. Je vous propose qu'on commence avec votre solution à la Sofiap, très originale,
qui permet d'accéder à la propriété dans de meilleures conditions avec le prêt subventionné. Vous allez nous en parler. Ouais, j'en parle tout de suite. En fait, c'est simple. En fait, il faut juste regarder un truc très simple. Depuis les années 50, le prix de l'immobilier a fait x20 par rapport au salaire. Donc la simplicité, c'est de se dire finalement, ça ne va pas aussi vite. Et je suis désolé de parler de ça aujourd'hui, mais quand on voit l'élection aux États-Unis, c'est le même syndrome. C'est le pouvoir d'achat des Français, ou en tout cas des Américains, qui ont fait voter pour Donald Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, etc. Et donc le sujet de ce que c'est de trotter Sofiab, c'est de se dire, première chose, aujourd'hui, un équilibre de société, c'est de l'emploi. Puisque la précarité, c'est l'absence d'emploi, des aides sociales, etc. Donc, et finalement, quand on regarde tout ça, j'étais en Bourgogne il n'y a pas très longtemps, on voit qu'il y a un nombre de gens demandeurs d'emploi assez important, et en même temps des entreprises qui recherchent à recruter. Sauf que ce n'est pas au même endroit. Et qu'aujourd'hui, le premier frein à la mobilité, c'est de trouver un logement, entre guillemets, décent, accessible pour les propriétaires, pour les locataires, et donc quelque part pouvoir se loger dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on met en place à la Sofiab de très simple? On met en place avec les entreprises qui le souhaitent, pour fidéliser ou attirer des gens et recruter des gens, un prêt sur lesquels ils prennent une partie des intérêts à leur charge. Donc elles prennent 1%, 2%, 3% du taux d'intérêt. Ce qui allège la facture. Ce qui allège la facture. Donc j'emprunte à 3, l'entreprise paye 1,5. Exactement. Et quand une entreprise aide et prend en charge 1% pour un prêt de 100 000 euros, c'est 10% de pouvoir d'achat en plus. Quand on raisonne comme ça, évidemment, c'est un super levier. Et pourquoi les entreprises le font? Elles le font pour un truc très simple. C'est comment je peux garder les collaborateurs, comment je peux les sédentariser dans la zone où je suis implanté, comment je peux en attirer d'autres, puisque leur première préoccupation, c'est d'avoir des bras pour travailler et développer leur activité. Et en fait, c'est ça qu'on leur permet, en se disant finalement, en recrutant, en aidant des collaborateurs, non seulement vous traitez un sujet social hyper important et vous répondez à vos objectifs de RSE, en faisant de l'inclusion par la propriété. Et deuxième sujet, vous avez aussi autour de vous des salariés qui sont, entre guillemets, choyés, aidés. Et quand on raisonne sur l'ensemble du territoire, c'est très hétérogène tout ça, puisque finalement, quand on regarde la situation, il y a les télétravailleurs des grandes villes et il y a les gens qui vont tous les jours au travail. Et tout le sujet, c'est télétravailler, c'est dans de bonnes conditions pour pouvoir télétravailler et être productif. Et pour les gens qui se déplacent, c'est de pouvoir se loger le plus près possible pour éviter les coûts de déplacement que représentent, entre guillemets, les kilomètres qu'ils vont parcourir pour aller au travail. C'est très clair. c'est important. David Chouraki, je rebondis sur ce que vous dites. Ce qui est intéressant, c'est qu'on demande à ce que la France se réindustrialise, ce qui est certainement le cas. Mais de là, il faut du logement. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas se délocaliser en région s'il n'y a pas de logement autour. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue. Et qu'est-ce qu'il faut faire en premier? C'est toujours la bonne question. Est-ce qu'il faut d'abord du logement ou d'abord des industries? Mais là, c'est parler d'or, puisque l'association emploi-logement, c'est hyper vertueux. Bien sûr. Et d'ailleurs, on voit que la précarité s'accroît lorsqu'on s'éloigne de l'emploi, de plus en plus. On est au-dessous des radars sociaux. Comment on pourra résoudre cette équation, David Chouraki? Vous avez 2 heures. Aujourd'hui, le sujet du logement, il est crucial. On a des très grandes difficultés locatives. On est tombé à des taux de rotation dans la location qui sont extrêmement bas. On est parfois, dans certains secteurs, à 17-18%, là où on a été à 25, 26, 27%. Ça veut dire que les gens ne peuvent plus se loger. Dans les régions les plus dynamiques, aujourd'hui, je pense à la Vendée, avec 3%, 3,5% de taux de chômage, aujourd'hui, on ne peut plus se loger. Et aujourd'hui, c'est un frein au recrutement des entreprises, par exemple en Vendée. Donc les entreprises en Vendée, aujourd'hui, cherchent des solutions alternatives pour être capables de loger les collaborateurs. Ça veut dire que c'est même frein au développement économique. Absolument, exactement. C'est une perte de valeur et de richesse pour le pays. Des industriels, je pense à la Vendée parce que j'étais il n'y a pas longtemps, des industriels nous disent aujourd'hui, j'ai des collaborateurs qui prennent un contrat chez moi, qui signent leur contrat de travail et qui 15 jours avant appellent pour dire finalement je ne viendrai pas, j'ai rien trouvé. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un lien qui est cassé complètement et qui bloque le développement économique. Mais ça veut dire qu'il faut changer les politiques de la ville. Par exemple, il y a des villes qui changent leur politique sur Airbnb, par exemple. Ça veut dire que là, il y a un tronc commun sur plein d'acteurs différents. Oui, l'idée, c'est pas forcément de travailler sur la guerre des modèles, c'est plutôt de voir comment on accompagne les projets de vie des ménages. Et là, je fais le soutien de la profession. Je pense que l'agent immobilier, le gestionnaire immobilier, il est justement là crucial aujourd'hui pour être capable d'accompagner le projet. Il a une connaissance du terrain, il a une connaissance des prix, des tendances par rue, par quartier, pour être capable
capable de coacher un ménage sur la bonne solution logement, que ce soit en location ou que ce soit en acquisition. Mais à l'échelle, effectivement, à l'échelle du quartier, vous avez raison de le rappeler. On va continuer ce tour. Olivier, vous avez une façon originale de concevoir le mode d'habiter. Mais le mode d'habiter, c'est aussi le mode d'acquisition. Alors chez Néoproprio, vous avez une solution extrêmement intéressante. Parlez-nous-en. Oui, alors voilà, chez Néoproprio, en fait, on veut ouvrir une troisième voie entre la propriété classique et la location. Et on s'inspire fortement du leasing immobilier, du leasing auto. Un nouveau mode d'acquisition. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est que aujourd'hui, il y a 50% des voitures qui sont vendues en leasing aux particuliers. Et pourquoi? Parce qu'en fait, de la même manière, les prix des voitures ont augmenté plus vite que les revenus. Et les constructeurs automobiles, ils sont organisés. Nous, on va proposer la même chose, en fait. Pourquoi acheter un appartement pour l'éternité, alors qu'en fait, vous savez que vous allez probablement y vivre que 8 ans, 10 ans, dans les grandes métropoles, les gens... Il y a un turnover, oui. Oui, il y a un turnover parce que vous faites des enfants, vous mariez, vous divorcez. Et donc, en fait... non, on ne divorce pas. Ah non, ça c'est un couple sur 2 divorce. Et donc, vous ne vivez pas 25 ans ou 50 ans dans votre appartement. Donc, l'idée, c'est que pour acheter moins cher, acheter moins longtemps, ça permet, avec Néoproprio, de réduire de 33% votre coût d'habitation mensuel. Et ainsi, vous pouvez probablement vous payer la chambre en plus si vous avez besoin d'avoir un 4 pièces, mais que vous pouvez vous payer qu'un 3 pièces, ou d'habiter dans un quartier moins loin de votre entreprise, par exemple. Laurent Molin, vous avez mis en place, vous, avec IAD, une sorte de modèle d'application. Finalement, c'est très solidaire, c'est-à-dire qu'on vous aide à trouver un appartement, on gagne de l'argent et on retrouve du pouvoir d'achat. En fait, vous récompensez les particuliers dans les deux sens. C'est bien ça. C'est exactement ça. C'est en fait, l'info a de la valeur, et c'est vrai que souvent on ne le sait pas, mais tout le monde connaît quelqu'un qui veut acheter ou vendre. Et l'idée, c'est de pouvoir partager cette info qui va ensuite mettre en relation entre un agent immobilier et puis l'acquéreur ou le vendeur. Et si la transaction se fait, il y a une rémunération, en fait, une partie de la commission de l'agent qui est reversée aux particuliers. Donc, près 500 € en moyenne, donc c'est pas rien. Et ça, c'est un peu l'ADN d'IAD. C'est une application qu'on a mis en place maintenant depuis quelques temps. Donc c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Exactement, c'est ouvert à tous. Je sens que vous avez un appartement à vendre, vous. Voilà, vous avez peut-être des voisins. Je pourrais peut-être. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est de se dire, dans la chaîne de valeur, l'agent immobilier, il doit aussi favoriser l'accession à la propriété. Nous, c'est beaucoup les primo-accédants, nos clients. Et là, on l'a vu avec la crise, ils sont très impactés. Et donc, de pouvoir comme ça faire bénéficier d'une partie de la commission à un particulier, c'est assez puissant. Et donc, voilà, c'est ça l'ADN et l'application ProperTips. Olivier Ramé, il nous reste 1 minute, on va vous laisser un petit peu la parole parce que vous ne l'avez pas eu beaucoup. On sent quand même qu'il y a une émulation, on sent que le secteur de l'immobilier se parle, que tout le monde veut cette réussite ensemble. C'est-à-dire que moi j'entendais aussi la table ronde précédente. Il y a une vraie crise, il y a un vrai problème, les gens n'arrivent pas à se loger. Ça c'est clair. Pour vous chercher un appartement à louer, il y a 40 dossiers en concurrence avec le vôtre. Et en fait aujourd'hui c'est plus facile d'acheter que de louer. Le problème, c'est que acheter, c'est devenu inatteignable. Donc, il faut trouver des solutions pour rendre justement l'acquisition possible. On travaille d'ailleurs en partenariat avec la Sofiap et aujourd'hui, on déploie les premiers contrats Néoproprio avec notre premier partenaire de Mathieu Barre Immobilier, avec lesquels on fait des partenariats avec les promoteurs pour aussi financer la production de logements, parce qu'on a besoin de produire plus de logements pour répondre à la crise. Merci beaucoup, messieurs. Lui, c'est le professionnel, mais moi, j'ai appris plein de trucs. C'était passionnant. Merci beaucoup, Michael Lenézé, président du directoire de la Sofiap, je rappelle, filiale de la Banque Postale et de la SNCF. Merci, David Chouraki, directeur général Crédit Agricole IMO. Merci beaucoup, Laurent Molin, directeur marketing communication d'IAD. Et merci, Olivier Ramé, directeur général Néoproprio. En tout cas, on a appris plein de choses. Merci pour ce que vous faites. Vous restez avec nous dans un instant. On parlera technologie, intelligence artificielle. Absolument. C'est tout moi. Allez, à tout de suite. La grande nuit de l'innovation en immobilier, Cécile de Ménibus, Sylvain Lévy-Valency. Et on va passer la nuit ici avec Sylvain Lévy-Valency. Mais je ne savais pas. C'est une bonne. Non, moi c'est bien, c'est pas mal. Au salon du Rent. Il peut y avoir quelquefois de bonnes nouvelles. Bon. Oui, partageons-la. En direct du Rent et en direct sur Sud Radio et de Radio Immo, bien entendu. Et on va parler de l'intelligence artificielle au service des agents immobiliers. Et je crois que là, on est vraiment quand même dans le temple de l'innovation au salon du Rent. Absolument, optimiser, mais aussi de démystifier ce qu'on entend par intelligence artificielle.
et remettre l'église ou le campanile au milieu du village. Pas Pour en mal. parler justement, on a Jean-Philippe Guigou qui est avec nous, directeur technique du pôle immobilier d'Adaptimo. Bonsoir, merci Bonsoir. d'être avec nous. Voilà, plutôt génial, Genius, voilà, avec Hubert Bebelet, CEO, cofondateur de Genius. J'adorerais qu'on dise ça de moi, mais bon. Une solution extrêmement intelligente. Oui, c'est passionnant. D'utilisation de l'intelligence artificielle pour un domaine qui n'est pas forcément très sexy de l'extérieur, c'est le syndic de copropriété, bien évidemment. Voilà. Merci d'être avec nous. Aurélia Chek également, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des IA personnalisées et vous êtes également fondatrice de Aurel IA et bien sûr la directrice générale d'Adaptimo est parmi nous ce soir. On l'avait ce matin d'ailleurs sur le plateau. Sabina Robles, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, première question, on va commencer avec vous par justement cette intelligence artificielle. C'est à la mode, tout le monde parle. C'est un peu la tarte à la crème. Mais où est-elle ? Il y a par-ci, il y a par-là, il y aura ou il n'y aura pas. Bon, on peut le dire, bon, facile. Hein, bon. Mais si on devait très concrètement et très prosaïquement définir, c'est quoi exactement l'intelligence artificielle ? De quoi parle-t-on ? En fait, l'intelligence artificielle, c'est simplement un outil qui va nous aider au quotidien à automatiser un certain nombre de tâches, que ce soit chronophages ou complexes. Et c'est simplement un facilitateur de vie. Donc aujourd'hui, l'IA, je pense qu'effectivement, beaucoup de personnes en font un truc extrêmement énorme. Mais en fait, l'IA, c'est simplement la suite d'une évolution, tout simplement. Donc je pense que l'IA, pour moi, si je devais le définir, c'est simplement un outil pour nous faciliter la vie. Hubert Develet, vous êtes CEO et cofondateur de Genius. Oui. En fait, ce qui est intéressant dans votre métier, c'est l'autonomisation finalement des sujets et des tâches qui sont peut-être un peu compliquées ou rébarbatives. Et en fait, vous soulagez le syndic de copropriété, notamment. Par exemple, qui sera beaucoup plus enclin à nous répondre au téléphone. Par exemple. Ça, c'est pour les miens. Ça, c'est un exemple très concret que demain on peut faire. En fait, ce qui est important, c'est de se dire que l'IA, c'est avant tout un robot qui exécute une mission que l'humain lui a attribuée. Mais pour que l'IA exécute une bonne mission, il faut lui poser la bonne question et qu'elle utilise finalement une bonne donnée, une bonne information. D'où l'importance de créer finalement, c'est Genius, l'essence même, c'est de créer le coffre-fort numérique de la copro. On met toutes les données dedans et derrière l'IA, elle va pouvoir interroger. Et donc des règlements de copro, on a des questions, des PV d'AG, l'IA va pouvoir répondre facilement. Et donc le dimanche matin, quand le copropriétaire pense à son syndic préféré, plutôt que de lui envoyer un mail, il peut poser la question à l'IA. C'est un exemple Et d'usage. finalement, est-ce que ça compense ? C'est très important ce que vient de dire Cécile, puisque souvent on reproche au syndic de ne pas répondre. On dit voilà, pas trop vite le matin, pas trop tard le soir, on se dit donc impossible. En fait, le syndic a toute la journée des tâches à faire, il a plein de mails, il a jusqu'à 80 à 100 mails par jour. Si on peut lui enlever 30 à 40% des mails grâce à l'intelligence artificielle qui peut répondre à la place du syndic, parce que finalement il y a une donnée propre, disponible pour le copropriétaire ou le conseil syndical, tout le monde y gagne. Et surtout qu'il y a des questions qui ne sont pas forcément super faciles. Il faut aller chercher dans des documents d'il y a 15 ans, dans 10 ans, dans des règlements de copro compliqués, et créer la machine à écrire. L'IA, en quelques secondes, peut l'avoir. Et donc ça améliore la relation. Ça améliore la relation du syndic. Ça sérénise justement le syndicat des copropriétaires par rapport à son syndic de copropriété. Le syndic devient plus disponible. Un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet Je d'aujourd'hui. peux vous en parler, je peux même faire une thérapie dessus si vous voulez. Jean-Philippe Guigou, est-ce que finalement l'intelligence artificielle est l'aboutissement du digital ? Est-ce que c'est la suite ? Alors oui, clairement, aujourd'hui, c'est l'aboutissement le plus lointain du digital, où on a commencé par des outils très simples, le code de base d'un programme informatique. Un ingénieur, un développeur dit à l'ordinateur vraiment pas par pas ce qu'il doit faire, comme un enfant. Et puis, il y a une dizaine d'années environ, on a commencé à faire ce qu'on appelle du machine learning, et donc la machine a appris à partir des résultats. On lui a présenté des résultats en lui disant « je ne vais pas te dire mot par mot ce qu'il faut que tu fasses, mais il faudrait que tu arrives à ça ». Et finalement, l'IA générative qu'on voit aujourd'hui, depuis quelques années avec ChatGPT, c'est la même chose, c'est l'aboutissement de ça, mais au lieu d'apprendre à la machine sur quelques entités très simples, on lui a donné tout Internet. C'est quoi une IA générative ? L'IA générative, c'est les nouvelles générations d'IA qui sont capables, entre guillemets, de créer du contenu. Jusqu'à maintenant, un ordinateur, il n'avait aucune capacité de créer. Il réalisait des actions qu'on lui demandait de faire. Et l'IA générative, justement par cet apprentissage qui est basé sur des milliards de photos, de vidéos, d'informations sur Internet, à partir d'une requête, est capable de faire croire à de la création.
l'IA, attention, hein, l'IA n'est pas intelligente. Le mot en Pourquoi fait. me regardez quand vous dites ça? le mot en fait détourne la réalité et fait croire qu'on a créé de l'intelligence dans un ordinateur. C'est pas du tout ça. La définition de l'intelligence artificielle, c'est un programme qui réagit de façon à faire croire qu'il fait de l'intelligence. Alors, je rebondis forcément sur Aurélia Chek qui est avec nous, spécialiste des IA personnalisées, fondatrice de Aurel IA. Ah, c'est génial de s'appeler comme ça et d'avoir trouvé ce nom-là. Merci d'être avec nous. Alors, l'IA, oui, mais attention, j'ai envie de dire. J'aurais pas dit attention tout de suite. J'aurais dit déjà l'humain c'est quelque chose. Enfin, l'IA c'est quelque chose de super parce qu'aujourd'hui l'humain achète de l'humain. L'IA, ça va permettre justement de se faire connaître de manière beaucoup plus rapide auprès d'un public. Ouais. Donc de pouvoir créer du contenu très facilement sur les réseaux sociaux, de pouvoir créer des propositions commerciales, d'enregistrer les transcripts de réunions et d'avoir une image très nette. Et Aurélia, qui crée les contenus? Est-ce que c'est l'humain qui crée les contenus ou est-ce que finalement c'est la machine qui va la créer? C'est une très bonne question. Écoutez, parce que comment on exerce son sens critique? Moi, je suis déjà au QI, je suis d'une génération au rencard. Oh, mais non. On m'apprenait, si vieux, quand j'étais à l'école, on faisait ce qu'on appelle nos humanités. Et on nous apprenait à faire de la dissertation et à tout débrancher pour faire appel au sens critique. Et il fallait du temps. Aujourd'hui, on est dans cette dictature de l'immédiateté. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce qu'on va écrire, le contenu, va être compatible avec l'esprit qu'on va vouloir promouvoir? Alors effectivement, pour moi, c'est deux sujets différents. Vous soulevez un point qui est très important, c'est l'importance de la pensée critique. Je pense qu'aujourd'hui, il devrait y avoir justement un cours sur la pensée critique et de ne pas croire tout ce que dit ChatGPT. Par exemple. Voilà, déjà, ça c'est un premier point de vigilance qui est très important. Quand vous demandez qui est-ce qui crée le contenu, c'est l'humain et l'IA. C'est l'humain qui va donner les insights à l'IA. Mais aujourd'hui, en une note vocale, c'est possible de créer des posts sur les réseaux sociaux très facilement, des newsletters en un clic. Donc en fait, je pense que c'est les insights, c'est l'humain qui va donner les insights, mais après c'est l'IA qui va faire le boulot. Il reste toujours, bien évidemment, un travail lié à l'humain de correction, de peaufinage. Mais effectivement, c'est un travail main dans la main, humain et IA. Mais pour qu'on comprenne bien, l'IA va effectivement envoyer les informations que vous voilà. Mais quand vous faites de la recherche, c'est là où il faut du discernement. Quand vous faites demander à l'IA d'aller chercher des choses, il faut vérifier et il faut avoir du discernement. Vous avez tout dit, Cécile. Justement, pour la recherche... Bon, on arrête. Allez, c'est fini. Bonne soirée. Merci beaucoup. Non, mais vous avez tout dit parce qu'il y a des outils qui sont top, par exemple comme Perplexity, qui vous permettent de vérifier les sources des données. Et après, justement, avec les données, si vous les avez bien vérifiées, vous pouvez après les basculer sur des outils autres comme ChatGPT pour rédiger l'ensemble de vos contenus. Ça va de soi. Il faut bien évidemment vérifier la donnée qu'on présente. Tout ça crée des autoroutes de la pensée. Je vais prendre un exemple. Tout à fait. Je prends un exemple. Prenez Safari, prenez Google. Vous faites une requête. On sait que les gens s'arrêtent à peu près sur les 3 premières pages. Donc si moi je suis un peu intelligent ou un peu malin chez Google, je vais orienter les personnes dans la requête finalement, la recherche d'informations. Et je vais même aller plus loin, je vais pouvoir analyser de façon prédictive ce qu'ils vont pouvoir choisir. Et vous savez quoi, ça marche dans 70% des cas. Si je puis me permettre, déjà Google va vous suggérer déjà des posts sponsorisés. À l'inverse de Perplexity qui va vous donner des informations qui vont être vérifiées, vous allez pouvoir vous-même vérifier vos sources. Donc justement, c'est là tout le challenge, c'est d'aller chercher la donnée d'une facilité qui est déconcertante et après de pouvoir communiquer. Déconcertante, c'est moins qu'on puisse dire. Et après de pouvoir communiquer. Mais bien évidemment, vous l'avez très bien dit, la pensée critique, c'est tout. Il faut effectivement valider. Hubert Deballet, vous êtes CEO et cofondateur de Genius. Et on a l'impression que le monde de l'immobilier est par silo. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, un peu de transversalité pour pouvoir récupérer des informations et qui puissent servir à tout le monde? Je vais même ajouter d'interopérabilité. Oui, les mots compliqués, je vous les laisse. Allez, moi, ils avaient bien compris. En fait, vous touchez du doigt exactement la jeunesse de l'histoire de Genius. C'est de se dire comment je peux faire pour créer une base de données patrimoniale en France, de tous les bâtiments, et rendre cette donnée partageable auprès de l'agent immobilier qui veut vendre, qui veut louer, le propriétaire qui veut vendre, qui veut louer, le syndic de propriété, les acteurs de l'immobilier, les fournisseurs, tout le monde, toute la journée, saisissent des informations et elles vont nulle part, elles sont éparpillées. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est de faire en sorte que l'information du diagnostic réglementaire de la copropriété puisse être disponible en un clic ou en une recherche par le copropriétaire et l'agent immobilier, etc. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Aurélia Chek, d'avoir été avec nous, spécialiste des IA personnalisées, fondatrice de Aurel IA.
Je trouve ça génial. C'est génial. Sabrina Robles qui est avec nous, directrice générale de Adapt Imo. Merci beaucoup Hubert Devalet, CEO des cofondateurs de Genius. Et merci beaucoup Jean-Philippe Guigou, directeur de technique pôle immobilier Adapt Imo. Je crois que j'ai jamais rencontré autant de monde en si peu de temps. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. La grande nuit de l'innovation en immobilier. En direct du salon Rennes Real Estate and New Tech.